En 1933, vous adaptez avec André Lang Les Misérables de Victor Hugo. Or, ce film est extrêmement important et je crois qu'on peut dire que c'est votre chef-d'œuvre et peut-être un chef-d'œuvre tout court. Voudriez-vous me parler des problèmes posés par cette adaptation parlante? C'était évidemment assez compliqué du fait de l'importance de l'ouvrage de Victor Hugo. Cet ouvrage auquel André Lang et moi voulions être aussi fidèles que possible. Pensez que l'ouvrage de Victor Hugo avait 10 volumes, et 10 volumes, pas des petits volumes, des volumes très importants. Le film avait déjà été fait, d'ailleurs, en muet. Nous, il s'agissait de le faire en parlant. Nous pouvions donc être encore beaucoup plus fidèles au poète que ne l'avait été mon camarade Fescourt, qui avait fait un très bon film muet, d'ailleurs, à l'époque où il le fit. Beaucoup de problèmes se posaient, et d'abord la longueur du film. Il était impossible de le faire en un film. Nous avons travaillé avec André Lang au scénario longuement. Nous ne parvenions même pas à le faire en 2 films. Il a fallu établir notre scénario en 3 grands films. Le producteur, qui était la Maison Pathé, accepta notre version. Nous réalisâmes donc les 3 grands films en étant aussi fidèles que nous avons pu l'être à Victor Hugo. Et le film fut exploité au début d'une façon très particulière, puisque les 3 grands films sont sortis en même temps sur les écrans de Paris et que l'on pouvait louer pour les 3 films à la fois et les voir dans la même journée si on le souhaitait. Le film posait un problème pour le choix des comédiens et voudriez-vous nous raconter comment vous les avez choisis? Eh bien, ce problème était au départ d'une importance capitale. Les personnages de Victor Hugo étaient des personnages presque de légende, étaient merveilleusement, extraordinairement tracés, et nous voulions être aussi fidèles que possible à Victor Hugo. Alors, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de trouver les artistes qui ressemblaient le plus aux personnages imaginés par Victor Hugo. Il s'agissait d'ailleurs d'abord de Jean Valjean. Jean Valjean qui fut également Monsieur Madeleine. Et ce n'était pas facile. Et j'ai eu l'idée d'Harry Bor, qui, je crois, était à l'époque le plus qualifié pour remplir ce rôle, qui en réalité avait 2, 3 rôles même. Très dissemblables, et pourtant c'était le même homme. Et il le fallait. Et je dois dire qu'Harry Bor m'a donné la plus entière satisfaction. Maintenant, les autres personnages étaient assez complexes à trouver. Il fallait Thénardier et Madame Thénardier. Pour Thénardier, j'ai eu le concours de Dulin, qui était Thénardier lui-même. Il n'avait qu'à parler, il n'avait qu'à se montrer pour être Thénardier. Et pour Madame Thénardier, j'ai eu Moreno. C'est dire que j'ai été admirablement servi. Gilles Normand, ça a été Max Derly, tout un personnage d'une assez grande fantaisie. Il n'avait qu'à paraître pour être Gilles Normand. Maintenant, il y avait d'autres problèmes. Il y avait Fantine. Eh bien, pour Fantine, j'ai eu le bonheur d'avoir Florel. Florel n'avait pas une grande expérience théâtrale, mais elle était admirablement douée. Et je crois que ce manque d'expérience lui donnait une vérité plus grande pour le cinéma. Elle était étonnante de vérité et de sensibilité. Il y avait d'autres rôles, évidemment, qui ont été très difficiles à distribuer. Il y avait entre autres, et ça a été peut-être le plus grand problème, le rôle de Gavroche. Car il faut trouver un gosse qui parle avec l'accent de Gavroche, mais qui ne l'invente pas, car on ne peut pas demander à un gosse d'inventer le ton, l'accent de Gavroche. Il fallait qu'il l'ait. En plus, qu'il soit extrêmement sensible, qu'il ait l'âge de Gavroche. Enfin, c'était un problème très compliqué.
J'ai fait des essais avec des quantités de gosses, peut-être 200. Je ne trouvais pas, j'en trouvais pas. J'en trouvais quelquefois qui étaient habiles, qui étaient adroits, trop adroits. J'en trouvais qui jouaient pas mal, mais qui n'avaient pas le ton de Gavroche. Et puis un jour, je ne sais plus pourquoi, une concierge de la rue Saint-Denis m'a fait apporter un message qu'on lui avait confié par son fils. J'ai vu arriver un gamin qui m'a remis le message en question, et en me parlant, il m'a parlé avec l'accent rêvé de Gavroche. J'ai fait un essai de lui, il a été extraordinaire, je l'ai engagé tout de suite. Il a joué un Gavroche étonnant, c'était Gavroche lui-même, sa mort, il l'a joué d'une façon déchirante, d'une façon merveilleuse, et puis il n'a fait à la suite de ça aucune carrière. Je l'ai retrouvé pas mal d'années après, ouvreur de portière dans un bistrot des environs de Paris. C'est tout. Et il est mort pas très longtemps après. Et Javert? Alors pour Javert, j'avais fait appel à un comédien admirable qui depuis a fait ses preuves, et il les a toujours fait avec une modestie exceptionnelle chez un comédien, et ce comédien, c'était Charles Vanel. Si l'on regarde aujourd'hui le film, on est frappé de constater que ce film, qui est devenu le plus classique de vos films, est en même temps celui où vous êtes allé le plus loin dans le sens de l'avant-garde. Je pense au rythme, je pense au cadrage, je pense au montage. Voudriez-vous nous expliquer pourquoi? Eh bien, écoutez, j'ai recherché tout cela pour être le plus près possible du ton de Victor Hugo. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. J'ai recherché à être le plus près possible du poète, et cela m'a amené à ces cadrages particuliers, à ces éclairages un peu spéciaux, à un rythme qui était autant que possible la traduction au cinéma du rythme de l'ouvrage de Victor Hugo. Et tout ceci m'a amené à faire le film ainsi que vous l'avez vu. Qu'en est-il aujourd'hui du négatif original des Misérables? Eh bien, je l'ignore, et je crois malheureusement qu'il n'est plus du tout conforme au négatif original. Je dois dire qu'après plusieurs années, on m'avait demandé de réduire à 2 films les 3 films. Je l'avais fait. Ce fut un travail très complexe, très minutieux. J'ai essayé de le faire sans trahir. J'y suis arrivé tant bien que mal, mais enfin, l'ouvrage tenait encore. Ceci dit, les temps ont passé, et j'ai revu un jour mon film à la télévision, et je dois dire que j'ai été horrifié des coupures qui avaient été faites. C'était, à mon sens, criminel vis-à-vis de Victor Hugo. Je ne parle pas du tout de l'interprète que j'ai pu être, moi, du grand poète. Mais enfin, je pense à certains détails auxquels je tenais particulièrement. Ces détails n'étaient que des détails, mais les détails, quelquefois, c'est indispensable pour marquer un ouvrage. Je me rappelle, par exemple, cette toute petite scène où l'on voyait Monsieur Madeleine avec Cosette dans leur propriété, la propriété qu'habitait Monsieur le maire, Monsieur Madeleine. Ils étaient sur une terrasse et ils entendaient dans le lointain des hurlements terribles, effrayants, une espèce de ânonnement terrible. Je montrais ce que c'était. C'était une chaîne de forçats que l'on transportait d'un endroit à l'autre. Les gardiens, qui étaient en même temps des bourreaux, les rois de coups au passage, et les hurlements continuaient, ils se répandaient dans l'atmosphère. Et la petite Cosette, penchée sur la balustrade, dit simplement à Monsieur Madeleine: « Mais père, est-ce que ce sont toujours des hommes ?» Et Monsieur Madeleine, assailli par le souvenir abominable, répondait simplement:
quelquefois. Cette petite scène n'était pas grand-chose. Elle a été coupée. Et beaucoup de scènes de ce genre ont été coupées, et ainsi Victor Hugo était trahi. Le film a obtenu un succès énorme. Est-ce que vous pensez que la réalisation des Misérables exige une prédisposition particulière de la part du metteur en scène qui explique ce succès permanent? Je crois qu'à la base du succès, il y a le sentiment, il y a l'amour que l'on apporte au travail que l'on fait. L'amour vous donne des moyens que rien d'autre ne peut vous donner. Et je dois dire que j'avais un sentiment profond pour Victor Hugo et que j'ai tout fait pour traduire ce sentiment avec les moyens qui alors m'étaient donnés pour l'écran.